Bienvenue tout le monde, hein. Bienvenue à cette formation Utiliser RedCap pour un projet de recherche. En ce 14 novembre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente Émilie Belléranger, coordonnatrice à la chaire Sims, et aujourd'hui, je vous invite à une formation qui sera animée par Marie-France Delafontaine, coordonnatrice scientifique à la chaire Sims. La présentation d'aujourd'hui portera sur la création d'un projet RedCap, la diffusion d'un sondage ainsi que la gestion de données. On va fonctionner sous une forme, là, une présentation, peut-être une ou deux questions là, en cours de présentation, mais il y aura une période de questions à la toute fin. Donc, si vous voulez, vous pourrez utiliser là, la main pour poser votre question ou tout simplement utiliser l'outil de clavardage. Là, je serai là pour faciliter la période de questions. Juste vous dire aussi que la présentation est enregistrée, donc elle sera disponible sur la chaîne YouTube de la chaire prochainement. Vous recevrez un courriel quand la présentation sera disponible sur la chaîne. Alors, sans plus tarder, Marie-France, à toi la parole. Merci beaucoup, Émilie. Je vais partager mon écran. Hum, OK, vous voyez bien l'écran RedCap? Oui, parfait. Je vais juste tasser ça ici. OK. Donc, merci d'être là pour ce webinaire. Je vais vous montrer donc là, les débuts pour commencer un projet sur RedCap. Donc, la première chose, quand on arrive sur l'écran d'accueil de RedCap, on peut cliquer sur Nouveau projet, c'est la base. Donc ici, on peut indiquer le titre du projet, puis le type de projet aussi qu'on a. Donc si on veut faire un projet plus en recherche, on va avoir différents aspects à remplir là, dans cette fiche-là. On peut aussi faire des sondages juste pour l'amélioration de la qualité. Par exemple, si vous voulez faire un sondage de suivi après une présentation. Donc ça, c'est une façon là, de créer le projet d'abord sur RedCap. J'en avais déjà créé un d'avance. Comme vous voyez ici, ça, c'est la liste des projets. Quelques informations de base. Ici, on voit le nombre d'enregistrements, donc le nombre de participants ou d'entrées qu'on a pour un projet. Puis au niveau du champ, c'est le nombre d'items qu'on peut avoir ajoutés dans nos formulaires. Puis à la toute fin, ça dit si le projet, le statut est en production, donc en collecte de données, ou si c'est plus en termes de développement, donc s'il n'est pas encore tout à fait prêt. Je m'en vais ici sur le test. Donc ici, ça, c'est l'écran d'accueil, si on veut, de RedCap. Il y a différents onglets en haut que vous allez voir. Puis l'onglet qu'on utilise le plus souvent, c'est celui de configuration, parce que c'est celui-là qui va nous aider vraiment à ajouter des items, changer différentes données, différents plans ou devis qu'on a pour le projet. Au niveau de l'accueil, c'est juste des informations de base, de savoir qui sont les utilisateurs du projet qui peuvent collaborer au projet. On a aussi des statistiques au niveau du nombre de participants pour l'instant. Puis, au niveau des fonctionnalités, ici, on a, dans le fond, où est-ce qu'on est rendu dans le projet? Est-ce qu'il est en développement ou en production? On peut également effacer les données pour ce projet-là. Puis, à la toute fin, on a la liste des modifications. Donc, s'il y a différentes modifications qui ont été faites au courant du projet pendant la production. Euh, donc, je retourne ici à configuration. Faut noter, là, je le dis de prime abord, RedCap, un de ses défauts, c'est qu'il y a comme plusieurs chemins pour se rendre à la même place. Donc, c'est possible que vous allez me voir cliquer à des différents endroits, mais que je me rends à une même option. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Pour commencer, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup de points d'interrogation là, de part et d'autre de ces fonctions-là. Ça, c'est pour avoir plus de détails. Donc, si on clique dessus, RedCap nous donne des indications sur comment utiliser ce paramètre-là. Par la suite, la première option que je peux vous montrer, c'est l'utilisation des enquêtes. C'est ça qui va nous permettre de distribuer les enquêtes à l'externe, donc d'envoyer des URL, par exemple, à des participants pour qu'ils puissent remplir le questionnaire. Donc, dès qu'on active ça et qu'on va à gauche dans cet onglet-ci, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un lien, une URL qu'on peut aller distribuer aux participants.
Donc, c'est vraiment ça qu'on va utiliser quand, par exemple, quand on distribue un projet de recherche par envoi par courriel, par exemple. Donc, je vais revenir où est-ce que j'étais dans la configuration. Les paramètres aussi permettent de modifier le titre du projet ou le but si jamais c'est le cas. Mais l'onglet qui va vous intéresser le plus ici, c'est vraiment la conception des formulaires qui nous permet vraiment de concevoir, dans le fond, le questionnaire sur Redcap. Donc, si je vais ici, je vais vous montrer un exemple. J'ai déjà une liste de formulaires qui avait déjà été déjà créée. D'abord, si on veut rajouter un formulaire, donc par exemple un nouveau questionnaire, on peut cliquer ici sur Créer et on peut ajouter le formulaire où on veut. Par exemple, si je veux rajouter un troisième questionnaire ici, je peux indiquer questionnaire 3. Puis, on voit que le questionnaire 3 il a été rajouté. Donc, je vais au niveau du questionnaire sociodémographique. J'avais déjà quelques questions. Donc, à la base, quand on veut ajouter un item, ajouter une question, il faut normalement cliquer sur Ajouter un champ. Donc, en cliquant ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut sélectionner le type d'item qu'on veut rajouter. Donc, si par exemple, vous voulez une réponse courte ou une réponse plus textuelle, on peut utiliser la zone de texte ou la boîte de notes. La boîte de notes a un peu plus d'espace si la personne doit écrire un paragraphe, par exemple. Souvent aussi, on a des choix multiples, donc par exemple, de choisir une réponse parmi 5 choix de réponses, des réponses vraies ou faux. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options que REDCap nous permet d'avoir pour les items. Donc, si je choisis les choix multiples, donc d'avoir juste une question, l'étiquette de champ, ça va correspondre à mon item ou à ma question, en fait. Donc, si par exemple, je dis quel est votre statut d'emploi, j'écris ma question ici. Oups. Quel est votre statut d'emploi? Par la suite, ici, je vais indiquer les choix de réponse. Donc, si je veux avoir, je ne sais pas, 2 choix de réponse pour travailleur à temps plein ou travailleur à temps partiel, je dois d'abord commencer à indiquer le code de cette réponse-là. Donc, si je veux que travailleur à temps plein, dans ma liste de codes, dans ma base de données, ce soit égal à 1, je vais commencer à écrire 1. Je sépare ça par une virgule. Puis ensuite, je peux écrire temps plein. Même chose pour le deuxième choix de réponse. Donc là, la deuxième réponse que je veux, c'est temps partiel. Donc, j'écris temps partiel ici. Donc ça permet de coder notre réponse. Il faut également choisir un nom de variable ici. Donc ça, c'est comme ça qu'elle va apparaître, le nom de la variable dans la base de données. Donc, je peux simplement écrire emploi. Et ici, j'ai le choix de déterminer si la réponse, elle est obligatoire ou non. Donc ça va vraiment forcer le participant à répondre avant de changer de questionnaire ou changer de formulaire. Donc, s'il n'a pas répondu à la question, il ne peut pas passer une autre étape du questionnaire. Donc ça aide à faire ça. Au niveau des champs qui sont identifiants, ça, c'est des champs, en fait, qui peuvent avoir des données sensibles. Donc, si on demande, par exemple, à quelqu'un son adresse courriel pour faire un suivi avec lui, on peut dire que c'est un champ identifiant. Puis quand ce sera d'exporter la base de données, à ce moment-là, on pourra dire, bon, ben, je vais exclure tous les champs qui sont identifiants. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une base de données qui est anonyme, qui ne permet pas d'avoir de renseignements sensibles. Puis finalement, la note de champ, c'est là que vous pouvez indiquer un rappel ou une indication ou un exemple pour le participant qui va apparaître en dessous du champ de réponse. Donc, si par exemple, je fais juste écrire emploi comme ça, c'est ça ici. Donc, le choix de réponse emploi va apparaître juste en bas pour le participant, juste comme un rappel, mais ça peut être évidemment autre chose qui va être dite à ce niveau-là. Une autre chose aussi qui peut être intéressante, là, j'avais une question sur l'âge. Donc, si par exemple, j'ai mis des données, je veux que ce soit toutes des adultes de 18 ans jusqu'à 100 ans, par exemple, je peux forcer une réponse aux participants. Donc, je veux absolument que ce soit un chiffre qui réponde à cette question-là. Donc, s'il commence à écrire du texte, bien, il va avoir un message d'erreur pour dire on veut seulement un nombre dans ce champ-là de réponse. Ça, c'est des fonctions pour les différents champs. Autre chose aussi qu'il faut considérer, c'est les matrices de champs.
Donc, la différence avec un champ normal, c'est que la matrice de champ permet d'avoir plusieurs items qui ont tous les mêmes choix de réponse. Ça peut être utile pour des questionnaires, justement, qui ont ces choix de réponse. Donc, ici, d'abord, dans l'entête, ce qu'on peut indiquer, c'est, par exemple, la question d'un questionnaire. Donc, si je dis, euh, mettons, les instructions, c'est d'indiquer la fréquence des symptômes. Ensuite, je peux avoir différents types de symptômes. Donc, si par exemple, de se sentir déprimé, je peux aussi indiquer, par exemple, de se sentir anxieux. Donc, si c'est ça qu'on veut comme réponse. Le nom de variable, bon, je peux marquer dépression, anxiété. Puis ici, les choix de réponse vont s'appliquer à tous ces items-là. Donc, je peux indiquer, par exemple, jamais, euh, parfois ou toujours, par exemple. Donc là, on a nos choix de réponse différents. Puis, je dois nommer à la fin le groupe de matrices. Donc, on peut parler, ça regroupe un ensemble de symptômes. Donc, je peux écrire symptômes ici et je vais cliquer sur enregistrer. Et donc là, on voit la matrice apparaître. Donc, on voit qu'il y a on a les instructions en haut, on a les symptômes qui apparaissent, puis on peut sélectionner la fréquence de ces symptômes-là. Maintenant qu'on a regardé un peu plus l'ajout d'items, je vais vous montrer aussi les différentes actions qu'on peut faire pour chacun des items. Donc, comme je le fais depuis tantôt, là, quand je veux modifier quelque chose, je vais cliquer sur le crayon là, qui permet de modifier autant l'étiquette que le choix de réponse. La deuxième option qui est intéressante ici, c'est les choix de branchement logique. Si je regarde un peu plus loin dans les questions que j'ai, euh, par exemple, j'ai une question, avez-vous déjà pratiqué un sport de compétition? Donc, la personne peut répondre oui ou non. Puis dans la deuxième option, je veux que si la personne répond oui, je veux que cette question-ci apparaisse. Donc, savoir combien de temps la personne a pratiqué son sport. Donc, si on fait un branchement logique, j'ai besoin de deux informations. Donc, la première, c'est de dire, elle dépend de quelle variable. En fait, l'item dépend de quelle variable. Et aussi, quel choix de réponse va faire en sorte que ce choix-là va apparaître. Donc, si je vais dans le branchement logique ici, je peux utiliser la deuxième option. Donc, moi, je veux que ce soit la question sport 1 et je veux que la personne réponde oui à cette question-là pour qu'elle apparaisse. Donc, je peux le glisser comme ça et je vais faire enregistrer. Donc, de cette façon-là, on voit que l'item va apparaître seulement quand le premier item a été coché oui. Si on regarde concrètement ce que ça donne, je vais aller dans les paramètres d'enquête et je vais ouvrir l'enquête comme ça. Donc, on peut voir les différentes questions qui apparaissent. Ici, la question, avez-vous déjà pratiqué un sport de compétition? Si je réponds non, il n'y a rien qui se passe. Mais si je clique sur oui, bien là, on voit la deuxième question apparaître. Donc, ça me donne déjà un bon indice là, que ça fonctionne. Je vais revenir sur la configuration. OK. Il y a différentes options aussi si vous voulez, par exemple, copier un item ou le déplacer tout simplement. Ça aussi, c'est une option, puis finalement le supprimer. Également, il y a une option qu'on appelle piping, qui veut dire qu'on peut utiliser des noms de variables pour qu'une réponse soit inclue dans d'autres items. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend la deuxième question, pendant combien d'années vous avez pratiqué un sport, la personne répond un chiffre en particulier, mais ce chiffre-là va apparaître dans la question suivante pour qu'on puisse vraiment, pour que la personne puisse un peu plus personnaliser son questionnaire si on veut. Donc, si je regarde cette option-là encore une fois euh, au niveau de l'enquête, donc, si on voit que pour l'instant, c'est vide, donc la personne, oui, elle fait un sport de compétition, elle a pratiqué ça pendant 13 ans, mais là, automatiquement, le chiffre 13 est apparu dans cette question-là. Donc, ça permet vraiment de personnaliser le questionnaire puis de s'adapter en fait à la réalité du participant. Donc, c'est une fonction qui peut être intéressante. Parfait. Sinon, autre chose intéressante pour avoir accès au code,
Ici, on a une fonction à gauche qui s'appelle Guide des codes, puis qui nous permet de voir vraiment tous les choix de réponse puis le nom des variables. Donc ça, c'est un accès rapide pour accéder aux différentes variables. Si vous avez besoin de changer des choses, vous avez une option directe. Donc en cliquant dessus, on s'en va directement au concepteur, puis on peut directement changer l'item en question. Donc ça fait le tour pour les items en soi. Maintenant, dans la configuration, dans l'onglet ici, si on retourne dans le concepteur en ligne, on a l'option de paramétrer des enquêtes. Donc, tout à l'heure, là, je vais revenir à l'accueil, en fait. Euh, Oups, c'est configuration. OK. Au tout début, là, j'ai dit qu'on peut utiliser des enquêtes pour le projet. Moi, j'ai activé cette fonction-là. Donc, quand on va dans le concepteur en ligne, je peux choisir d'activer une enquête pour différents questionnaires. Donc, par exemple, en cliquant comme ça. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça permet vraiment d'avoir comme un message d'accueil pour les participants, puis de déterminer les différentes conditions dans lesquelles les participants vont répondre au questionnaire. Donc, moi, d'habitude, ce que je fais dans un contexte comme ça, quand je crée un questionnaire, dans les instructions du questionnaire, c'est là que je vais un peu écrire tout le formulaire de consentement. Je vais expliquer l'étude à ce niveau-là. Puis ça va permettre aux participants d'avoir un peu plus d'informations sur le projet. Donc, il y a différentes choses. Je ne vais pas passer à travers chacune des options, mais il y en a quand même beaucoup. Là, si vous voulez changer le logo, si vous voulez changer la grandeur du texte, il y a beaucoup d'options dans cette page-là. Euh, Moi, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est vers la fin. C'est ça. Si vous avez des limites de réponse pour votre questionnaire, vous pouvez indiquer une réponse, par exemple 10 réponses maximum ou 100 questions maximum. Vous pouvez indiquer aussi des délais de réponse pour les participants. Donc, il faut qu'il ait complété le questionnaire, par exemple, dans les 10 jours de sa réception, sinon il n'y aurait plus accès. Puis, on peut permettre aussi aux participants, s'ils veulent, d'enregistrer leur réponse et de revenir plus tard, s'ils n'ont pas le temps de le compléter. Ici, on a aussi l'option de mettre fin à l'enquête si la personne répond à une certaine condition. Par exemple, si le participant, c'est un projet par exemple pour les adultes et que le participant a 17 ans, ben on peut mettre une condition, un branchement logique ici, euh, qui dit que si par exemple la personne a moins de 18 ans, eh bien là, elle ne pourra pas accéder au questionnaire, puis le questionnaire va se terminer pour cette personne-là. On peut aussi ajouter un texte de fin d'enquête. Puis je dirais que c'est principalement ça, là, les différentes options dans les paramètres. Maintenant, au niveau des projets longitudinaux, pour activer un projet longitudinal, il faut prendre cette option-ci dans les paramètres de projet, donc utiliser la collecte de données longitudinale. Et en cliquant là-dessus, il y a une fonction qui va apparaître ici qui est définir vos événements et attribuer des formulaires. Donc, c'est grâce à cette option-là qu'on va pouvoir déterminer différents groupes et différents temps de mesure dans les questionnaires. Avant de commencer ça, par exemple, c'est très important que tous les questionnaires soient saisis dans le concepteur en ligne parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va baser les événements puis baser les formulaires aussi. Donc, je vais d'abord cliquer sur Définir mes événements. Et donc, ça ici, ça nous permet d'avoir accès aux différents groupes. Si par exemple, vous faites une étude d'intervention ou de traitement et que vous avez un groupe intervention, un groupe contrôle, bien, c'est ici que vont être déterminés les différents groupes. Donc, si par exemple, j'ai un groupe 1 avec différents événements, et ici, j'ai donc le groupe 2 qui a juste 2 événements. Donc, on peut déterminer que chacun des groupes ne vont pas répondre au même temps de mesure, par exemple. Donc, ça, c'est pour les groupes. Par la suite, si par exemple, dans un même groupe, il y a différents types de personnes qui répondent et que vous ne voulez pas qu'ils répondent aux mêmes questions, ce que je suggère de faire à ce moment-là, c'est de faire des branchements logiques qui permettent de diriger la personne vers différents types d'items ou de questions. Donc, cette façon-là, vous n'êtes pas obligé de créer plein de questionnaires. Vous pouvez simplement utiliser un branchement logique pour les différents types de participants. Puis maintenant, une fois qu'on a défini nos groupes, on peut aller à attribuer les formulaires. Et ça permet de déterminer quels formulaires qui ont été créés dans le concepteur en ligne, quels formulaires vont être attribués à quel événement.
Donc, par exemple, si je veux simplement que mon questionnaire sociodémographique soit au premier temps de mesure, je le garde comme ça. Les notes de suivi, par exemple, je veux qu'ils soient attribuées aux appels de planification. Je peux cocher comme ça. Puis, disons, le dernier questionnaire, je veux qu'il soit attribué aux 2 derniers temps de mesure. Donc, ça, c'est ce que je ferais pour le groupe 1. Puis, on voit qu'on doit faire la même chose pour le groupe 2. Donc, dépendamment du type de participant, encore une fois, faut vraiment sélectionner les questionnaires en conséquence. À noter aussi que cette option-là fonctionne bien seulement quand on connaît l'identité des participants. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'on peut pas, on doit créer un peu, si on veut, ou attribuer le participant en le créant ici. Donc, ajouter et modifier des enregistrements. C'est cette façon-là qu'on peut attribuer un participant à un groupe. Donc, pour ça, on doit créer son enregistrement sur RedCap. Donc, il ne peut pas nécessairement avoir répondu de façon anonyme parce que de cette façon-là, on ne pourra pas l'attribuer à un groupe. Donc, par exemple, si je veux rajouter un nouveau participant, de cette façon-là, bon, là, j'ai choisi pour le groupe 1, c'est comme ça qu'il apparaît. Puis, il faut déjà que je remplisse des informations, par exemple, sur le statut d'emploi, pour être sûr qu'il soit bien enregistré dans mes données. Parfait. Puis, à noter aussi que quand on ajoute un participant à un groupe, on ne peut pas le déplacer par la suite. Donc, si vous attribuez une personne à un groupe précis puis que finalement il allait dans le deuxième groupe, bien, vous devez supprimer l'enregistrement puis en créer un nouveau dans le groupe approprié. OK. Puis, dans un cas, si vos participants sont anonymes dès le départ, donc vous n'avez pas nécessairement accès à votre liste de participants, mais vous voulez quand même créer un suivi longitudinal, par exemple sur 2 temps de mesure avec les participants, il faut d'abord aller dans le concepteur en ligne. Là, il y a quelques petites étapes à faire. Donc, je vais retourner dans le concepteur en ligne ici. Ce qui va permettre de jumeler un participant à 2 temps de mesure, si on veut, c'est vraiment par un identifiant. Donc, on peut demander, par exemple, de créer un identifiant basé sur ses initiales, sa date de fête, donc vraiment des informations particulières qui sont uniques à ce participant-là. Puis, on peut ajouter un champ comme ça, que j'ai nommé ID1 ici. Donc, identifiant, on peut ajouter quelques consignes, puis aussi informer la personne de bien noter cet identifiant-là pour ne pas le perdre. Donc, ça, c'est une première étape à faire. Puis, pour distribuer ce questionnaire-là ou l'inviter au 2e temps de mesure, on a besoin de son adresse courriel. Donc, c'est important aussi de garder un champ pour l'adresse courriel. Puis, dans ce champ-là, c'est très important d'avoir une validation au niveau du courriel. Donc, ça, je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus, mais c'est très important parce que c'est ça qui va nous permettre de distribuer le questionnaire au 2e temps de mesure. Donc, ça, c'est les premières étapes pour être capable de bien identifier le participant là, pour pouvoir bien jumeler ses données. Par la suite, je vais revenir en haut dans la configuration. OK. Ici, on a juste en dessous des événements, on a des modules optionnels. Puis, ça nous permet ici, oui, c'est ça. Donc, de créer un module de planification, donc pour permettre de générer un horaire pour cette personne-là. Par la suite, si on va dans la configuration, là, c'est important, par exemple, au 2e temps de mesure, si je veux que mon premier temps de mesure, ce soit le questionnaire sociodémographique et le questionnaire 1 qui soit complété par le participant, et que je veux qu'au temps 2, ce soit le questionnaire 2, bien, il faut que j'active l'enquête pour le temps 2. Sinon, le participant ne pourra pas y répondre. Ensuite, je clique sur Authentification. Donc ça permet d'activer la connexion à l'enquête 2 ou le questionnaire 2 pour le participant. Donc ici, je l'active. Puis tout à l'heure, j'avais mentionné un champ identifiant. Bien, c'est ici qu'on va aller le faire. Donc le champ identifiant, c'est ça qui va nous permettre de connecter les données entre les différents questionnaires. On peut aussi faire un message d'erreur, par exemple, si la personne ne rentre pas le bon code. Donc, je peux dire le code erroné, par exemple. Puis ici, dans cette option-ci, appliquer les informations de connexion.
je vais choisir seulement les enquêtes qui ont été sélectionnées. Donc, parce que je veux pas que le participant réponde à toutes les questions ou à tous les questionnaires qui sont déjà dans le formulaire. Donc, si j'enregistre, et ça fonctionne. Par la suite, maintenant que ça c'est fait, pour s'assurer de bien faire le questionnaire, ici, il faut aussi créer un champ identifiant pour être sûr que la personne puisse rentrer à nouveau son code. Donc, ça, c'est déjà un champ qui est indiqué. Puis, dans les paramètres de l'enquête, c'est là qu'il y a une nouvelle option qui va apparaître. Donc, je vais aller un petit peu plus loin. Exactement. Bon, donc dans ce champ-ci, accès à l'enquête, il y a une option appliquer la connexion à l'enquête qui vient d'apparaître. Donc, à ce moment-là, on choisit oui, puis c'est ça qui va nous permettre de faire le lien entre les deux questionnaires. Donc, ça, je peux l'enregistrer. Par la suite, si vous avez des personnes à qui envoyer de façon régulière des questionnaires à différents temps de mesure, il y a deux façons de procéder. Puis ça, je dirais, ça va vraiment dépendre notamment des paramètres de votre étude, mais aussi du nombre de participants que vous avez. La première option, c'est de faire un envoi qui est plus personnalisé. Donc, pour ça, il faut aller l'option aussi Ajouter, modifier des enregistrements. Donc, on peut sélectionner un participant. Par exemple, je choisis le participant 1. Je vois qu'il y a déjà quelques questions qui ont été complétées. Quand je vais lui envoyer un questionnaire, par exemple, je vais lui envoyer le questionnaire au suivi 3 mois, il faut que je clique directement dessus. Puis ensuite, on va voir apparaître ici Options de l'enquête. Donc, en cliquant ici, on peut voir qu'on peut composer une invitation pour que le participant puisse compléter ce projet-là, ce questionnaire-là plutôt. Ici, j'ai différentes options. Est-ce que j'envoie le courriel tout de suite ou je l'envoie à une date précise? Donc, je peux planifier d'avance l'envoi de ce questionnaire-là. Puis, c'est important aussi de garder dans le courriel, ça c'est le courriel que la personne va recevoir, de garder ici le survey link parce que c'est ça qui va permettre aux participants d'accéder au questionnaire. Donc, si cette indication-là n'y est pas, ben, la personne ne pourra pas cliquer sur de lien pour accéder au questionnaire. Je suggère aussi de mettre à cet endroit-là une option, je pense que c'était ID One, comme ça. Donc ça, c'était l'identifiant. Donc si on marque ici votre identifiant. Donc ça permet aux participants de savoir c'est quoi son code ou de se rappeler le code qu'il avait mis dans le premier questionnaire. Et de cette façon-là, il pourra l'utiliser pour compléter la deuxième partie du questionnaire au temps 2, par exemple. Donc c'est important d'avoir ces informations-là plus personnalisées pour le participant pour assurer qu'il puisse bien répondre aux questions. Donc ça, c'est un envoi plus personnalisé qui se fait pour les participants. Si, par exemple, vous voulez faire un envoi de masse, donc vraiment d'envoyer à tout le monde, tous les participants, si ont complété le premier questionnaire, il faut aller à un autre endroit dans REDCap. Je vais retourner dans le concepteur. Donc, c'est concepteur en ligne. OK. Donc, cette option-là est seulement disponible pour les questionnaires qui ont été paramétrés comme pour une enquête. Donc, je vois ici questionnaire 2. Ça, c'est ce que je veux envoyer à mes participants là, au deuxième temps de mesure. Donc, je clique sur les invitations automatiques. Puis, je veux configurer ça pour le temps de mesure, par exemple, le suivi 3 mois. Donc, je clique sur Configurer. Puis là, ça paraît un peu mal, mais c'est ça qui me permet de paramétrer l'enquête. Donc, au départ, je vois que c'est envoyé à tous les participants qui remplissent une condition prédéfinie. Et à droite ici, c'est de cette façon-là que je vais déterminer les conditions. Donc, moi, par exemple, je veux que mes participants répondent s'ils ont complété le questionnaire sociodémographique. Donc, ma condition est là. Ils peuvent seulement répondre au questionnaire 2 si le questionnaire sociodémographique a été bien rempli. Et ici, c'est là qu'on peut mettre un autre branchement logique qui détermine, par exemple, différentes conditions. Si la personne, par exemple, fait partie du groupe 1, ben, elle peut répondre à la question. Si elle fait partie du groupe 2, elle ne peut pas répondre au questionnaire. Ça, c'est une autre chose qu'on peut faire. Puis, on peut déterminer aussi l'envoi des invitations. Donc, on peut l'envoyer tout de suite quand que la condition
est rempli, donc quand le questionnaire sociodémographique est rempli. Ou on peut aussi choisir, par exemple, le jour précis ou, par exemple, on peut dire 30 jours après que le questionnaire soit rempli. Donc, ça permet vraiment de personnaliser l'envoi des questionnaires. Puis encore une fois, comme je le mentionnais, c'est vraiment adapté, on doit vraiment l'adapter à ce qui est mieux pour notre projet. Donc, si vous avez, par exemple, quelques participants, peut-être que c'est mieux d'adapter l'horaire ou d'adapter les envois à la complétion des questionnaires. Mais si vous avez au-dessus de 100 participants, ben, un envoi automatique comme ça peut être très utile. Et, il y a aussi une possibilité au niveau des conceptions de questionnaires de remplir en fait plusieurs fois un même questionnaire. Donc, par exemple, ici, j'ai créé une note de suivi. Si dans votre projet, vous devez appeler un participant pour faire un suivi ou pour planifier un prochain rendez-vous ou une prochaine entrevue, ça peut être utile de consigner ces différents appels-là. Donc, pour faire ça, je vais aller, donc on a suivi ici, je vais aller dans Configuration. Euh, Puis, on va aller ici dans Activer les modules. Euh, oui, c'est ça, Formulaire et événements répétables. Donc, ici, on peut l'activer. Puis, on peut voir, par exemple, moi, je veux que les appels de planification, je veux en faire plusieurs pour avoir plusieurs notes de suivi. Je peux répéter les formulaires de cette façon-là. Donc, ça va nous permettre d'avoir plusieurs notes de suivi pour un seul événement, un seul temps de mesure, si on veut, dans notre étude. Donc, je clique ça ici. Puis, concrètement, ce que ça va donner, je retourne dans mes enregistrements. Si je choisis le premier participant, on voit que dans mes notes de suivi, j'ai un petit plus qui est apparu à côté. Donc, par exemple, je peux indiquer la date de l'appel. Euh, je peux dire participant était absent. Donc, ça, je peux enregistrer. Puis donc là, on voit qu'il y en a plusieurs instances qui sont apparues. Donc là, si on veut, le suivi des appels que j'ai fait auprès du participant. Donc, ça permet de cette façon-là de répéter plusieurs questionnaires, mais sans avoir à faire plusieurs formulaires dans le concepteur en ligne. Sinon, une autre option qui peut être intéressante, c'est au niveau de la planification. Donc, une fois qu'on a, je vais retourner dans le designer. OK. Donc, ici, tout à l'heure, j'ai noté là, qu'on avait activé un module de planification. Quand ça s'est activé, on peut planifier des rendez-vous pour les différents participants. Donc, si je veux planifier une planification pour le premier participant, je peux cliquer comme ça. Puis, générer le calendrier. Puis là, on peut voir les différents événements auxquels il peut participer ou dans le cadre du projet. Donc, on peut ajuster les dates, puis voir aussi là, en rouge là, si les journées, ça tombe sur un jour de fin de semaine. Donc, ça permet d'avoir différents événements là, dans le calendrier pour le participant. Si je crée une planification comme ça, à gauche, on peut aller dans l'option calendrier. Puis, on voit les différents événements pour le participant 1 apparaître comme ça dans le calendrier aussi. Euh, c'est aussi possible dans les événements, en fait, quand on attribue des événements aux participants, de modifier ces dates-là. Parce que là, pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est que c'est un événement, un à la suite de l'autre. Si je vais dans Définir mes événements, donc je retourne sur le concepteur. En fait, la configuration. On va dans Définir mes événements. Puisque j'ai activé la planification, on voit que je peux mettre des jours de décalage entre mes différents événements. Donc, si on a des jours de décalage, c'est un à la suite de l'autre, c'est un jour de décalage. Donc, c'est pour ça que chaque événement arrivait un après l'autre. Mais, par exemple, si un suivi de 3 mois, ben, je veux que ce soit 90 jours. Je peux indiquer 90 jours comme ça. Puis là, ça va être complètement décalé. Dépendamment aussi de la façon dont votre projet est conçu, si vous avez une certaine tolérance dans le délai auquel votre participant peut répondre, on peut mettre un délai ici comme ça, des jours de décalage. Donc, si par exemple, vous voulez qu'il réponde dans les 3 mois, mais que vous avez une tolérance de 10 jours,
On peut mettre 10 jours avant, 10 jours après. Puis donc là, on voit qu'il y a une certaine tolérance qui apparaît, une certaine plage horaire qui va apparaître pour le participant dans le calendrier, qui permet de voir quand est-ce que le suivi aux 3 mois doit être effectué. Sinon, je pense que je peux donner un petit exemple dans le calendrier. Je ne sais pas si c'est adapté. OK, non, c'est pas adapté tout de suite. Euh, je vais retourner dans la planification pour vous donner un exemple pour ça. Donc, si par exemple, je planifie pour le participant 2, on voit que le suivi 3 mois, il est apparu beaucoup plus tard. Là, je n'ai pas tout adapté, mais on voit, c'est ça que vu que j'ai mis un décalage de 90 jours, ben là, le participant, son suivi 3 mois, il apparaît 3 mois plus tard. Donc ça permet vraiment plus de gérer au niveau du calendrier. Si vous avez beaucoup de participants auxquels vous devez faire des appels, par exemple, ça peut être une option qui est très intéressante. Sinon, je vais passer rapidement sur cette option-là. Dans les applications à gauche, vous pouvez créer votre questionnaire, adapter votre questionnaire en différentes langues. Donc, si vous voulez faire le même questionnaire, mais donner l'option aux participants de répondre en français ou en anglais, c'est une option ici. Donc, vous pouvez simplement ajouter euh, les langues, là, c'est seulement en anglais et français sur RedCap. Donc, ça, c'est en français, on peut l'ajouter. Puis, on peut aussi ajouter en anglais. Et là, de cette façon-là, vous pouvez déterminer quel est le langage de base, si on veut. Et ensuite, quand on remonte un peu plus haut, euh, dans les formulaires ici, on peut sélectionner les formulaires qui ont besoin d'être traduits. Donc, en faisant ça, on peut sélectionner, puis après ça, aller traduire les différents questionnaires. Sinon, donc ça, je dirais, ça fait pas mal un tour rapide là, des différentes fonctions de RedCap pour créer un projet. Une fois que tout ça est fait, je vais retourner dans le concepteur. Donc ici, en fait, dans la configuration. Donc, une fois que toutes ces étapes-là sont faites, vous pouvez cliquer ici pour dire que vous avez terminé l'étape en question. Donc, c'est comme vraiment séquentiel. À la toute fin, ce qui est important, c'est de tester votre projet. Tester le projet, c'est très important parce que ça permet de voir s'il y a des erreurs, s'il y a des choses qui ont été mal faites, des branchements logiques qui ne fonctionnent pas. Puis, à cette étape-là, je vous recommande vraiment de demander à quelqu'un qui est externe à votre équipe. Donc, qui n'a pas travaillé sur le projet parce que souvent, quand on travaille longtemps sur un projet, on ne se rend pas compte des erreurs qu'on fait. Donc, de faire valider comme ça à l'externe, ça peut être une très bonne idée pour vous assurer qu'il n'y ait pas de problème. Donc, ça fait le tour pour la conception du projet. Une fois que tout ça c'est terminé, vous pouvez mettre votre projet en état de production. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça envoie un message à l'équipe de RedCap, là, Valéria, qui indique que là, le projet il est en production, on est en collecte de données. En cliquant là-dessus, en mettant le projet en production, vous aurez l'option aussi de supprimer tous les tests que vous avez faits. Comme ceux que je vous ai montré, là, les différents participants, vous avez l'option de tous les supprimer pour commencer le projet à neuf. Puis c'est important, en principe, c'est ça, c'est mieux de mettre votre projet en état de production parce que vous pouvez recruter des participants même si le projet n'est pas en état de production. Le problème, c'est que l'intégrité des données peut être mise un peu en jeu parce que l'état de production, c'est comme un filet de sécurité. C'est-à-dire, si vous faites des changements dans vos questionnaires ou que vous faites des choix qui font en sorte qu'il y a des données qui peuvent être perdues, des participants qui vont être supprimés, ça l'envoie un message à l'équipe de Valéria, puis eux vont valider que c'est bien, que ces changements-là qu'on demande ne permet pas, en tout cas, évite de perdre des données. Si vous ne le mettez pas en état de production, ben là, il y a plein de changements qui peuvent être faits. Vous pouvez perdre des données, mais sans nécessairement le savoir. Donc, ça peut être un peu trop tard là, si vous n'avez pas mis le projet en état de production. Donc, ça, c'est très important. Puis, si vous avez des modifications à faire, une fois que le projet est en production, il va y avoir une option qui apparaît dans le concepteur qui dit que vous pouvez entrer en mode brouillon. Puis une fois que ça, c'est terminé, ça l'envoie les modifications à l'équipe qui va valider et qui va assurer que vos données sont protégées. Donc, je maintiens vraiment que c'est très important de mettre le projet en état de production pour vous assurer de rien perdre. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, il y a aussi là, dans le tableau ici à gauche les options de distribution.
Donc, vous avez, c'est ça, l'URL à envoyer. Puis, si vous avez plusieurs groupes dans votre étude, ben, vous avez des liens personnalisés pour chacun des groupes. Donc, c'est pas le même groupe, pas le même URL que vous allez obtenir, dépendamment du groupe. Donc, ça, c'est à garder en considération. Finalement, la dernière fonction que j'aimerais montrer maintenant, c'est au niveau des rapports et des exportations. Donc, toujours à gauche dans les applications. Les rapports et les exportations, c'est ça qui nous permet d'extraire les données. Donc, si vous voulez exporter vos données, vous pouvez cliquer ici. Donc, on a différents logiciels avec lesquels, différents formats par lesquels on peut extraire les données. En cliquant là-dessus, par exemple, ça nous permet d'extraire toutes les données de façon codée, donc déjà avec les codes que vous avez établis dans le concepteur en ligne. Je mentionnais un peu plus tôt aussi les champs identifiants. Donc, si vous avez des champs identifiants qui ont déjà été marqués comme tels dans votre questionnaire, comme les adresses courriels ou certaines caractéristiques renseignements personnels, ben, vous pouvez cliquer là-dessus, puis les données vont être extraites sans ces informations-là. Donc, ça, c'est important à garder en tête aussi. Puis, si vous voulez faire certaines analyses ou voir certaines données, mais plus restreintes, ce qui peut être intéressant, c'est de créer des rapports. Donc ici, en créant des rapports, on peut sélectionner certaines données selon des variables précises pour faire des analyses ou par exemple, si vous avez un certain groupe de personnes qui vous intéressent dans le groupe. Donc, vous pouvez nommer rapport, par exemple, rapport 1. À ce moment-là, il y a différentes choses qu'il faut cocher. Donc, vous pouvez donner accès à tout le monde dans l'équipe ou seulement à certaines personnes. Puis par la suite, ici, vous pouvez inclure les différents champs. Donc, si par exemple, je veux choisir tous les éléments du questionnaire sociodémographique, je clique là-dessus, puis toutes les informations vont apparaître. Donc, ça, c'est ce que je vais avoir dans mon rapport. Euh, Puis finalement aussi, on peut appliquer des filtres. Donc, choisir tous ces champs-là, mais seulement pour le temps de mesure initial. Donc, je peux sélectionner ça. Puis ça, c'est vraiment les filtres, donc à la base, avant de créer le rapport. Et si vous voulez ajouter des filtres additionnels, mais que vous pouvez utiliser de façon dynamique une fois que le rapport est créé, on va aller ici dans les filtres dynamiques. Donc ça permet vraiment de sélectionner différentes choses, de filtrer vos données au fur et à mesure que vous explorez votre rapport. Donc ça, je passe rapidement, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant si vous cherchez des informations pour un groupe en particulier. Donc, je dirais que ça fait pas mal le tour là, des différentes fonctionnalités de RedCap. Puis donc, je suis ouverte à toute question si vous en avez. Merci beaucoup, Marie-France, pour cette présentation. Tu peux départager, Oui, comme on dit si bien, ton écran. voilà. Ah, on voit tout le monde. Donc, comme je vous disais, là, vous pouvez lever la main ou tout simplement écrire dans la boîte de calavardage votre question relative à RedCap. C'est vraiment un tour complet, hein, d'ailleurs, là. On voit que tu maîtrises bien, là, RedCap, là. Oui, Ouais. je l'ai utilisé quelques fois. C'est quoi le premier conseil que tu donnerais, là, tu sais, avant de commencer un projet, là? Tu sais, qu'est-ce qu'on doit faire qui va vraiment nous simplifier la vie par la suite? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à laquelle penser, auxquelles penser, là. Mhm. Je pense que je dirais à la base, c'est de bien comprendre son projet. Donc, de comprendre, tu sais, parce qu'il y a tellement de fonctionnalités, donc c'est de dire, ben, comment que mes items, je veux qu'ils apparaissent pour être sûr d'avoir les bonnes données. Comment aussi, c'est quoi, si j'ai des temps de mesure, de bien définir les événements, parce qu'on ne veut pas commencer un projet, puis que là, finalement, il nous manque des formulaires pour certains temps de mesure. Puis, j'ai l'impression que c'est vraiment plus au niveau de la méthodologie d'être bien ancré dans son projet, de comprendre quels aspects il faut apporter dans RedCap. Puis ça simplifie vraiment la vie par la suite, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rapidement. Ah oui, quelqu'un a levé la main. Xavier, tu peux poser ta question. Oui, moi, c'est plus par rapport. Au début, j'ai vu dans les questionnaires que tu avais une partie sur Delphi. C'est quoi la particularité que tu dois aller faire pour que ça se transforme dans une enquête Delphi?
Oui, donc le Delphi, c'est une méthode pour atteindre un consensus parmi des experts. Puis souvent, il va y avoir plus qu'un tour de questions pour réviser, par exemple, des priorités ou des changements à faire dans le projet qui est proposé. Donc pour ça, c'est important d'avoir un questionnaire par tour de questions. Donc ici, j'ai changé un peu les choses là. J'ai 3 tours de questions, donc j'ai 3 questionnaires différents qui ont été construits. Donc, si on va voir le premier tour de questions, là, j'ai donné un exemple, par exemple, des priorités ou des changements à faire, par exemple, en milieu organisationnel. J'ai d'abord mis la consigne, donc d'évaluer les recommandations selon si c'est prioritaire, pas du tout prioritaire à extrêmement prioritaire. Donc, dans ce cas-ci, premier exemple, à quel point c'est prioritaire pour l'expert de promouvoir l'équilibre entre la vie familiale et le travail. Donc, si on a les choix de réponse. Puis, c'est important dans un Delphi de toujours laisser un espace pour les commentaires. Donc, si l'expert a quelque chose à dire par rapport à cette recommandation-là ou cette priorité-là, il peut se permettre d'écrire ces commentaires-là à cet endroit. Donc, ça, c'est un exemple pour le premier tour de questions. Si je reviens à mes formulaires, la même chose va s'appliquer au deuxième et au troisième tour de questions. Ça va être les mêmes priorités qu'on va présenter, sauf que il faut, dans les deuxième et troisième tours, il faut présenter les résultats qui ont été obtenus dans le tour précédent. Donc ici, dans le questionnaire 2, le tour de question 2, il faut que je présente qu'est-ce qui a été obtenu comme résultat au premier tour de questions. Donc, c'est pour ça ici que tout d'abord, on va remettre la même priorité, le même, la même question sur laquelle on veut un consensus, mais on va montrer qu'est-ce qui a été obtenu au premier tour de questions. Donc, dans ce cas-ci, j'ai mis un tableau, là, c'est quand même assez simple d'aller chercher ça. Vous avez à cocher cette option-là, puis cette façon-là, vous pouvez aller créer un tableau, mettre un peu plus de détails, là, dans votre question, à ce moment-là. Donc ici, j'indique les données qui vont être obtenues en exportant les données du dernier tour de questions. Donc j'écris ici la moyenne, l'écart type. Puis on peut également ajouter le score que la personne, que le participant a eu à son dernier tour de questions pour cette priorité-là. Donc par exemple, on met pour l'événement le premier tour de questions, on met la valeur qu'il a associée à cette question-ci. Et donc, ça permet à l'expert de comparer sa réponse par rapport à ce qui a été obtenu au dernier tour de question. Donc ça, la fonction piping de REDCap, c'est vraiment quelque chose de très utile dans ce cas-ci. Une fois que ça va être fait, euh, par la suite, on va faire la même chose bon, pour le dernier questionnaire, puis on va activer tous ces questionnaires-là comme enquête pour permettre d'aller chercher les données. De collecter les données. Puis, on peut également là, envoyer ces questionnaires-là en créant des invitations automatiques, comme je l'ai expliqué dans le webinaire. Évidemment, vu que c'est plusieurs collectes de données sur différents temps de mesure, c'est important, évidemment, de retourner dans la configuration puis d'activer la collecte de données longitudinale. Puis au niveau de la définition des événements, euh, pour un Delphi, il va avoir, dans ce cas-ci, 3 tours de questions. Donc, c'est important d'avoir un événement par tour de questions. Donc, ici, vous voyez, j'avais 3 tours, donc il y a 3 événements différents. Et finalement, pour l'attribution des formulaires, vous pouvez simplement attribuer chacun des formulaires distincts pour le tour de questions qui est correspondant. Ben, je pense que ça fait le tour, Marie-France. Je tiens à te remercier pour cette présentation fort intéressante, vraiment instructive. Moi, j'avais jamais touché à RedCap, là, puis j'ai vraiment appris beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, Alors, merci je vous beaucoup. souhaite tout le monde une belle fin de journée. Passez un beau week-end, puis à une prochaine formation.